seulement du parti de gauche, mais celui du front de gauche de façon plus généralement. Je ferai juste une incidente. Le parti de gauche se crée officiellement en février 2009. Il est lancé novembre 2008 préalablement, et en 2009 on lance le Front de gauche, le Parti communiste, qui devient un mouvement où on associe évidemment d'autres forces, d'autres partis, d'autres courants, et c'est quand même un mouvement très récent, on va le dire, par rapport à l'échelle politique. Et c'est vrai que le temps s'est beaucoup accéléré, hein, il s'accélère énormément ces temps-ci, même en politique en France. Il s'accélère d'autant plus qu'on vit une période un peu particulière. Et cette accélération depuis la création du Front de gauche jusqu'aux dernières élections européennes en 1914, où évidemment la condition de la paix, vu les tensions au niveau de l'Union européenne, enfin de l'Europe à l'époque, nous ont conduit évidemment au début de la Première Guerre mondiale. Bon. Donc voilà, et je pense que tout le monde devrait faire un petit peu un temps d'analyse. Alors Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé avec des propos très directs et vis-à-vis d'un nouveau média internet qui s'appelle Hexagone. Et je pense que les autres médias ont retiré évidemment ce qui donnait à croire que Jean-Luc Mélenchon se retirait d'une part, et d'autre part qu'il était fatigué. Moi je pense que surtout il a besoin, lui, de prendre un peu de recul pour tout le monde, dans le mouvement, mais de façon générale, du point de vue intellectuel, pour repenser cet instant qui est à mon avis un instant de crise politique, écologique et économique, évidemment. Donc je crois que c'est une question qui nous intéresse, qui nous interpelle tous. Plutôt territorial. Donc c'est vraiment un ensemble beaucoup plus global que simplement la question des régions. Même si on sort des élections européennes, on a vu ce que ça a donné en termes d'abstention et de manque d'adhésion à ce qui est l'Union européenne telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Même un rôle de député européen, on se pose des questions. Les électeurs considèrent qu'effectivement ce n'est peut-être pas une priorité, étant donné que c'est difficile pour eux de voir le lien entre un député européen et concrètement l'avancée de l'Union européenne, en sachant que nous avons une Commission européenne qui a beaucoup de pouvoir, beaucoup trop certainement, et peut-être une couleur politique au niveau de l'Union européenne qui fait qu'on est plutôt dans la logique de la dérégulation par ailleurs, c'est le sentiment et un ressenti très fort d'un côté, et évidemment une réalité qui se voudrait généreuse, comme on l'avait souhaité, comme on le souhaiterait d'une Europe qui, tout autant qu'elle peut protéger les aléas de la mondialisation, devrait pouvoir être aussi un vecteur de mieux vivre ensemble. Et donc concrètement, au jour d'aujourd'hui, les citoyens, ici même, dans cette salle, peuvent se poser 1000 questions sur la réalité de l'Europe. Au lendemain notamment de l'élection européenne et ses résultats, après être allé d'ailleurs à Bruxelles, que évidemment il faut réformer, il faut que tout le monde prenne sa part par rapport évidemment au déficit public, à la crise, et mentionne expressément les collectivités territoriales. Et puis Emmanuel Valls est nommé Premier ministre, et puis en avril, donc le 18, à l'Assemblée nationale, il fait un discours de politique générale dans lequel tout le monde découvre à stupeur qu'on va évidemment faire fusionner les régions, il est question de les supprimer, de les diviser par deux, qu'il est question à terme de supprimer les départements, et ainsi de suite. Vous comprenez bien que tous les élus locaux ont vécu ça, évidemment, avec stupeur, sans ne rien comprendre, des tenants, des aboutissants, et de comprendre en quelle mesure, évidemment, il pourrait y avoir un débat large, une concertation, une discussion de base. Donc tous les élus locaux, quels qu'ils soient, ont été surpris. Et donc il n'est pas étonnant que toutes les tendances politiques aient réagi fortement. Démarche, c'est de dire la droite et la gauche, la notion de droite, la notion de gauche ne nous permet pas de comprendre la réalité d'aujourd'hui, ne nous permet pas de transformer la réalité d'aujourd'hui. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le débat et l'action sur les valeurs. Est-ce que le fait de dire je suis de droite, c'est suffisant par rapport à la justice, par rapport au respect, ou de gauche? Et j'avais vécu, et avec mes collègues, nous avions vécu des expériences où, face à des gens qui se disaient de gauche, face à des gens qui se positionnaient sur l'échiquier politique, on se rendait compte que les réponses sur le respect, sur la justice, sur l'implication citoyenne, eh bien, ne nous convenaient pas. Donc, on n'a pas voulu s'enfermer dans un schéma droite-gauche, mais historiquement, culturellement, idéologiquement, il y a des gens qui se définissent dans des citoyens peut-être plutôt centristes, d'autres plutôt de gauche, d'autres peut-être plutôt même d'extrême gauche. Peu importe. Ce qui nous semble important, c'est les valeurs qu'on met en œuvre au quotidien pour transformer la réalité. Voilà. Donc c'est pas ni droite ni gauche avec on essaye d'inventer autre chose.
dirais, on prend la charrue et on l'amour profond. Pour faire de lance de la compétitivité, personnellement, j'y crois pas. À l'échelle, il me semble qu'une réforme à l'échelle de l'espace européen, avec une redéfinition des nouvelles solidarités régionales, une définition de nouvelles harmonies, des nouvelles relations entre les régions dans l'Europe, ça me semble beaucoup plus pertinent que de vouloir dire, parce que c'est ça le fondement de la démarche hollandaise, c'est la région faire de lance de la compétitivité. Et en même temps, c'est aussi la région faire de lance de la compétition. Jean-Louis en parlait, en même temps, petite pique, Jean-Louis, en écoutant Jaurès et en t'écoutant, je mesure quand même la différence qu'il y a. La compréhension qu'avait Jaurès du fait régional, c'est quelque chose qui a une partie de la gauche a du mal à s'en saisir à ça. Hein, quand vous êtes resté un petit peu. Bon, je taquine un peu. C'est moi qui dire ça ou c'est mon mouvement? Non, c'est ton propos. C'est ton propos, je me suis dit, mais il reste quand même cette coopération des régions. Il y a des systèmes financiers, la fiscalité qui permet des péréquations, il y a des coopérations. Si les politiques ont envie de trouver la solution, d'aller dans ce sens-là, on n'aura pas de mal à le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des outils qui existent en plus. Mais il faut les réaviver et il faut leur donner une réalité. Si on ne le fait pas, si on est dans la compétition, comme malheureusement plein de gens qui nous représentent aujourd'hui, y compris à la mairie, à l'agglo ou dans les régions, eh bien, si on est dans la compétition, de mon point de vue, on passera à côté de la réforme. Et une autre pierre angulaire de la réforme, c'est la place du citoyen. À quoi ça sert de discuter des structures si on ne discute pas avant de ce qu'on veut vivre? Est-ce que c'est important de vivre des services publics locaux, ou est-ce que c'est important d'aller pour se soigner à Toulouse ou ailleurs, parce que, bon, c'est pas notre cas Rodez, mais il ne faut pas faire du ruthénocentrisme, mais un citoyen de Decazeville, un citoyen de Millau ou de la Lozère peut se poser légitimement la question: à quoi va me servir cette réorganisation territoriale, si je suis obligé d'aller à l'université à tel endroit pour le premier cycle, me soigner à tel autre endroit, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, à l'échelle de ces villes qui seraient en réseau, une réflexion commune? Ils ont une histoire qui est commune. Enfin, entre Cahors, même si l'histoire est différente, il y a quand même, entre Cahors, Rodez, Figeac, toutes les villes dont il y a quand même, il y a quelque chose de commun, il y a quelque chose qui est perceptible. Très proche au niveau dialectal. En plus, donc, il y a une intelligence. Il y a une intelligence à développer cette coopération sur des thèmes qui intéressent la vie de tous les jours. Alors peut-être la seule, pas critique, mais peut-être à l'époque de Marc Sancy, quand il avait créé donc le réseau Estelle, c'est peut-être que c'est resté une démarche essentiellement culturelle. Bon, enfin, moi, j'étais pas élu, mais c'est la perception que j'en avais. Estelle était un outil culturel. J'ai eu un reportage dans les Pyrénées sur Bedmal, où une jeune femme qui avait monté une entreprise de fromage n'a pas eu le droit d'appeler son fromage Bedmal alors qu'elle était à Bedmal. Le nom de Bedmal était parti à Saint-Giron. Voilà. La Viole, c'est exactement la même chose. Je crois qu'il faut pas avoir beaucoup de bon sens pour penser que c'est complètement aberrant qu'une fois de plus, le business, eh bien, s'accapare de tout, y compris le nom de lieu. Je vais conclure là-dessus. Je vais passer à un autre hors-sujet, si vous voulez bien. Puisque tu me mets dans le panier des hommes politiques, ça me flatte beaucoup. Bon, je sais pas trop ce que j'ai fait, mais... Observateur. Ouais, bon, je vais en profiter pour lancer le scoop. Là, je te donne le scoop, prenez. Je vais être candidat au sénatorial en Aveyron, la prochaine fois. Bon, alors, je vais être candidat au sénatorial, je vais vous dire pourquoi. Et ça a un rapport avec la réforme territoriale, je vais y venir. Pour moi, il y a un préalable à cette réforme. On ne fera pas de réforme territoriale équilibrée et sereine tant qu'on n'aura pas réglé le problème du cumul des mandats. J'ai l'impression, oui, d'accord, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, chacun défend son précaré et pas du tout l'intérêt des régions. Alors voilà pourquoi j'ai très envie de remplacer nos sénateurs aveyronnais de gauche. Moi je suis un homme de gauche. On s'entend très bien avec Marc Sancy, il n'est pas de gauche, moi aussi. Et je crois qu'on a une estime mutuelle assez profonde, je crois. Oui. Bon, je crois que je peux utilement et avantageusement remplacer nos sénateurs de gauche de l'Aveyron, puisque le socialiste s'est courageusement abstenu au Sénat lors de la loi sur le cumul des mandats, et notre PRG, ancien ministre, a voté contre. Que je sache,
la réforme du cumul de mandats, c'est une des revendications de base de tous les citoyens, qu'ils soient de gauche ou de droite. Alors, il faut supprimer la gabegie des départements, ça c'est sûr. Il faut supprimer l'autoritarisme de l'exécutif départemental, ça c'est sûr. Pour aller vers quoi? Moi j'ai été élevé dans le culte de l'Aveyron nord-ouest, et je crois que j'ai mordu pas mal, tu l'as un peu dit d'ailleurs, hein. Même si ce que j'écris, ce que je fais n'est pas averronné, j'espère être universel. Je sais que le mot te plaît pas, c'est pour ça que je... Bon, voilà, je referme la parenthèse. Bon, alors, est-ce qu'il faut supprimer l'Aveyron? J'en sais fiche trop rien. Je pense que ça serait un traumatisme momentané pour les Aveyronnais, mais que ça passerait parce que l'Aveyron me paraît aussi artificiel dans son unité, que la France, par exemple, que la France. Ah, c'est le Rouergue, quand même. Oui, mais le Rouergue... Avec une unité dialectale à la différence de la Lozère et du Cantal. C'est pas tout le Rouergue. Oui, mais je sais pas, moi il me semble que je peux tout à fait m'accommoder d'autres choses. En tout état de cause, moi je suis fondamentalement, un peu comme Roussel, fondamentalement européen. Et je pense que lorsque l'Europe se fera, parce qu'elle se fera un jour ou l'autre, c'est dans le sens de l'histoire, lorsqu'elle se fera, que ce ne sera pas uniquement l'Europe des marchands, en fait, c'est exclusivement l'Europe des marchands. On aura une Europe des peuples qui se fera naturellement, et là, peut-être que des régions naturelles se dessineront. Moi, j'arrive de Catalogne avec Gilbert Mercadier, là, et son épouse. Et j'ai été une fois de plus frappé par ma parenté avec les Catalans ou avec les Italiens qui font les racines de Marc-Sancy. Voilà, moi je crois beaucoup à ça. Je crois que les régions se redessineront naturellement lorsqu'on aura fait une véritable Europe, ce qui est loin d'être le cas actuellement. Mais moi je me battrai de toutes mes forces jusqu'à mon dernier souffle pour qu'on fasse cette Europe, parce que si on avait eu l'Europe, on aurait évité le drame yougoslave, on aurait évité le drame ukrainien, on aurait évité des tas de drames qui ont lieu actuellement. Mais oui, mais le problème n'est pas dans cette Europe, on la souhaite tous, mais comment y passer? Ça ne va pas se faire par l'opération du syndicat. Et je ne suis pas naïf, mais c'est ça le problème. En allant en Catalogne, comme je viens de le faire. Oui, mais les Catalans, ils ont pris un pouvoir politique. Oui, mais... C'est différent. C'est la région de Catalane qui a pris un pouvoir politique. Voilà, mais qui a été vers une autonomie. Ce n'est pas une question. Vers une autonomie de plus en plus grande. C'est là-dessus qu'il faut se décider. Mais je n'ai pas de solution. Ah, vous n'avez pas de solution. J'ai un rêve, j'ai un idéal, et les rêves se réalisent tôt ou tard, surtout lorsqu'ils sont dans le sens de l'histoire. Moi j'étais bilingue quand j'étais gamin, j'avais beaucoup d'admiration pour mes copains bilingues qui parlaient l'anglais, je ne savais pas que j'étais bilingue, moi. Donc c'est dire que je la regrette, cette langue d'homme. Mais mon point de vue, c'est que la langue, c'est foutu. Bon, mais voilà. Là-dessus, oui, mais c'est pareil. Bon, enfin, mais je souhaite me tromper complètement. Je souhaite me tromper complètement. Mais je pense que la culture occitane, c'est pas foutu. Et qu'à tout état de cause, si un jour la langue devait revivre, ça serait dans le schéma que j'ai essayé de décrire dans la constitution d'une Europe des régions. Pour une fois, les élus n'ont pas répondu aux consignes des partis, n'ont pas obéi aux consignes des partis. Je crois que ce qui est fondamental actuellement, on a parlé d'exécutif, les assemblées délibérantes fonctionnent très mal. Elles fonctionnent très mal parce que le système partisan fait qu'il y a un système binaire de la politique, un jeu binaire, où il y a une majorité et une opposition. C'est pour ça que, à défaut, on ne peut pas se situer ni d'un côté ni de l'autre. Tu as dit que je n'étais pas unioniste, c'est exact, et je n'ai pas de parti politique, je n'ai jamais eu de parti politique. Et je suis la majorité. C'était un peu moderne quand même à l'époque. Je l'ai brigadé la carte, je suis vite reparti parce que c'est étouffant. C'est étouffant. Les partis vous imposent des consignes et les groupes politiques vous imposent des. Ça, il faut que le citoyen le sache. Et je crois que l'élu n'a pas le choix. Oh, alors, non, il y a des débats de fond, et là, récemment, et c'est vrai que Bruno Rehardy, mais Jean-Louis Roussel également sont des exemples de gens qui s'expriment au-delà peut-être des conseils, parce que vous êtes des petits partis, vous êtes d'une certaine manière. Bon, enfin, pour venir au débat et à la question posée, je crois que c'était essentiel. Depuis les lois de décentralisation de 82, il y a eu une volonté. Vous savez, les préfets, on les appelait les commissaires de la République. J'ai la chance d'être élu, et la chance et le grand honneur, parce que je suis fier d'être politique. J'ai une légitimité démocratique, on a parlé de démocratie. On fustige le politique, mais le politique, c'est quand même la moins pire des choses. Je crois que c'est quelqu'un de plus important que moi qui l'a dit. C'est le système le moins, c'est certainement le moins pire. Et je crois que respecter, non pas l'élu dans sa personne, mais la représentation citoyenne,
que l'élu, encore dans un système démocratique, porte. Alors, je crois qu'il faut que ces espaces de solidarité subsistent. Il ne faut pas opposer le local et le global. Le local, c'est, ou plutôt l'universel, ou l'européen, c'est le local, moins les murs. Il faut défendre le local. Il faut défendre le local. L'universel ne peut que vivre du local. Alors, pour revenir à la question sur le découpage, le projet territorial, parce que le découpage, c'est une aventure administrative, elle commence en 82. Rappelez-vous, préfet devient commissaire à la République. Aussitôt, les machines à photocopier se sont mises en marche. L'administration, qui a une grosse responsabilité dans la gestion de l'administration de la cité, pour les citoyens, parce qu'on les oublie quand même, on oublie l'administration. Cette administration avait fait marcher les photocopieuses. Et toutes les turpitudes d'élus ont commencé à être révélées par la photocopieuse. Ça a été le pire ennemi, je dirais, des élus. Parce qu'en fait, ce pouvoir qui avait été pris par les lois de décentralisation de l'administration, et je crois que tout le monde avait applaudi à l'époque les lois de fer, eh bien ces gens-là vont tout naturellement essayer de les reprendre. Et actuellement, si vous regardez bien dans la réforme, qu'est-ce qu'on nous propose au niveau des départements? De reconcentrer. On va donner les pouvoirs au préfet. Alors, mesdames et messieurs les Aveyronais, demain, c'est le préfet qui administrera le département. Parce que le département va exister, continuera à exister. Ne restez pas dans ce schéma, alors vous allez dire, il vient d'honneur de leçon celui-là, mais on en a marre, si vous voulez, dans un monde qui est complexe, où la pensée est complexe, de l'hémiplégique, de gens qui ne pensent que d'un côté, ou qui ne pensent que de l'autre, qui n'arrivent pas à faire converger à un moment donné où il faut justement intellier les choses, c'est-à-dire relier les choses, avoir l'intelligence des choses, dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est pour ça que je fais référence à l'histoire. Certains peut-être contestent qu'on ait toujours un regard derrière, mais le lien que l'on peut faire pour comprendre, excuse de faire un peu d'étymologie, mais vous me comprenez facilement, de prendre ensemble les choses, c'est aussi bien dans l'espace que dans le temps. Et moi, aujourd'hui, ma décision, je prends aujourd'hui, j'ai certes besoin de savoir quelle est sa valeur au moment où je la prends, mais j'ai besoin de savoir quelle est sa référence à celles qui ont été prises avant, parce que vous avez des élus qui ne vont même pas dans le tiroir pour voir les études qui ont été faites par des collègues 3 ou 4 ans avant, et qui vraiment de l'eau chaude. Mais puis surtout, ce qui m'intéresse, moi, en tant qu'élu qui prend une décision, pour le compte de mes concitoyens et avec l'argent des contribuables, j'ai besoin de leur rendre des comptes sur le présent, mais également sur l'avenir. Donc ça, c'est, je crois, l'intelligence qu'il faut introduire dans le débat politique. Quand on habite au Faubourg, on monte en ville. Voilà. Et tout gosse, quand on me demandait où j'allais à l'école, je disais je monte en ville. On montait en ville. Donc en effet, il y a même eu, dans l'immédiate avant-guerre, une république, une commune libre du Faubourg. Une commune libre du Faubourg, dont mon propre grand-père était maire adjoint. Et le territoire pertinent. Alors on a inventé l'intercommunalité d'abord, qui était la recherche d'un territoire pertinent, car la commune était devenue trop petite. Donc par association des communes, on a inventé cette forme d'association qui est l'intercommunalité. Puis il y a eu les pays, dont vous avez entendu parler. Le pays, c'était un territoire fondé sur l'histoire, sur la géographie, sur l'économie, pour traiter des problèmes qu'on ne pouvait pas régler à la dimension d'une intercommunalité. Mais c'était toujours dans la recherche des territoires pertinents. Et une caractéristique que j'ai vécue tout au long de ces années, car ça fait quand même pas mal d'années, j'ai été élu pour la première fois en 71, donc je peux me référer à une certaine expérience, c'est que en permanence, l'État jacobin, vous savez que nous sommes une nation qui est fondée sur le centralisme étatique, ce qu'on appelle le centralisme étatique. Et entre nous d'ailleurs, la décentralisation n'a pas changé grand-chose. On continue à rester un État foncièrement jacobin. Tout au long de ces années, j'ai assisté à des tentatives pour mettre en place ce que j'appelais des mécanos administratifs, de telle sorte qu'on puisse avoir, vu de Paris en tout cas, une cohérence territoriale qui soit pertinente. Alors le territoire pertinent. Il n'y a pas de territoire pertinent. Parce que selon que vous prenez
des critères de pertinence différents, vous aboutissez à des territoires complètement différents. Et progressivement, au cours des 10-15 dernières années, j'ai assisté et participé d'ailleurs à une évolution qui a été conduite par des géographes, des politiques, par la data aussi, qui aboutit à une autre vision des choses que vous avez été d'ailleurs les uns et les autres amenés à évoquer ou parfois même à souligner. En ce temps, on oublie de parler du chômage, on oublie de parler d'autre chose. Je crois que c'était la véritable raison. Mais les arguments qui ont été avancés, là je me permets d'attirer votre attention, sont tous des arguments fallacieux. Le premier, c'est quoi? Le premier, c'est la dimension des régions. Les régions françaises sont trop petites par rapport aux régions européennes. C'est faux. C'est faux. Bon, l'exemple de la région Midi-Pyrénées est évidemment particulièrement parlant et probant, puisque la région Midi-Pyrénées est plus grande que la Belgique, que la Suisse ou que la Suède. Hein? Donc, on ne peut pas dire qu'avec près de 52 000 km², la région ne soit pas à la dimension des régions européennes. Elle est même parmi les plus grandes régions d'Europe. Bon. La moyenne des régions françaises, c'est 25 000 m². Et encore. 25 000, qu'est-ce que je dis? Mètres carrés. Ah non, pardon, kilomètres carrés. Merci, je vois que la salle est à 25 000 km². On est les deuxièmes en Europe. Il n'y a que l'Allemagne qui, en moyenne, est plus grande. Mais même à l'Allemagne, vous avez une région, un Länder, qui est le Länder de Brême, qui fait 7000 km². Donc, il est tout petit. C'est une cité, c'est une région-cité. Donc, cette idée de dimension de la région est totalement fallacieuse et c'est un faux argument. L'autre argument, c'est la population. Les régions françaises, moyenne de la population, toujours en prenant en compte la haute et la basse Normandie, qui pénalise un peu la moyenne, c'est 3 millions d'habitants. 2 943 000 d'habitants. La moyenne des régions d'Europe est à 3,6 millions, c'est-à-dire qu'on est deuxième. On est deuxième, là aussi, derrière l'Allemagne. Donc, également sur le plan démographique. Quant à la puissance de la région, bon, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par mes prédécesseurs sur la notion de compétitivité. Est-ce que nous sommes en compétition avec la Bavière ou avec la Catalogne? Ça n'a aucun sens. Nous ne sommes pas en compétition économique. Ce n'est pas le territoire régional qui est en compétition économique. C'est l'aérospatiale peut-être qui est en compétition avec Boeing ou avec... mais les régions ne sont pas en compétition entre elles. Et ce qu'il faut rechercher au contraire, plutôt que de parler de compétition, c'est de collaboration et de projets interrégionaux. Et là, il y a de belles expériences. Tout à l'heure, vous interrogiez sur la capacité des régions à travailler entre elles. Moi, j'ai présidé pendant 2 ans, parce que c'était une présidence tournante, ce qu'on appelait la communauté de travail des Pyrénées. C'est-à-dire toutes les régions qui confrontent un massif en Espagne, c'est-à-dire la Catalogne, la Navarre, l'Aragon, le Pays Basque, l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et la Languedoc-Roussillon. Et bien, sur le massif des Pyrénées, nous avons eu une quantité impressionnante de projets communs en collaboration entre diverses régions d'Espagne et de France. Le fameux tunnel des Pyrénées, j'entends plus parler maintenant. On a lancé, c'est d'ailleurs à ce moment-là, nous avions lancé l'idée, à partir du constat que ce soit du côté de l'Atlantique, vers Irun, ou que ce soit du côté de Perpignan, depuis Cerdà, le trajet est totalement encombré. On ne peut pas tracer une ligne supplémentaire de voie ferrée, de TGV, parce qu'il n'y a pas la place. Et donc, il y a la nécessité d'avoir un autre axe de trafic entre Toulouse et l'Aragon. Voilà. C'était entre Toulouse et Saragosse, avec une plateforme multimodale à Toulouse, qui a été réalisée d'ailleurs, une plateforme multimodale à Saragosse, qui a été réalisée, qui est splendide, et qui est en même temps un centre international d'exposition, et une voie de fer-routage entre Toulouse et Saragosse. C'est la communauté de travail des Pyrénées qui a lancé ça. Alors en même temps, vous pouvez me renvoyer l'exemple en disant mais la preuve, parce que rien n'a été fait. Mais autant du côté
espagnol, avec l'État espagnol, que du côté français, avec l'État français, on a eu les pires difficultés à se faire entendre. L'an dernier a eu un budget de 33 milliards d'euros. La région Méditerranée a eu un budget de 1,8 milliard. Alors, c'est pas que la Catalogne est 33 fois plus riche que la région Méditerranée, pas du tout. Le PIB de la Catalogne est deux fois, pas tout à fait 2 fois et demi, le PIB de Méditerranée. Mais par contre, la Catalogne a compétence en matière de transport ferroviaire, naturellement, a compétence sur les universités, sur les équipements de santé, sur l'enseignement, sur la formation professionnelle. Mais quand je dis compétence, c'est la totalité des compétences. La Catalogne, Barcelone, Jordi Pujol à l'époque était complètement étonné de voir que je n'avais aucun pouvoir sur l'université, alors que lui, il était capable du jour au lendemain de lancer une université dont il savait que la formation permettrait d'attirer des chercheurs en Catalogne et ensuite de former des gens qui soient efficaces dans un secteur donné. Alors voilà le véritable débat. Qu'on donne aux régions françaises les compétences nécessaires. Mais ça, il faut pratiquement détruire l'État jacobin. Parce que si on devait avoir... En effet, un discours qui m'a valu souvent des applaudissements. Mais je crois que le jacobinisme, le centralisme étatique ou jacobinisme français n'est pas mort, loin de là. Et les 2 chiffres que je viens de vous donner entre le budget de la Catalogne et le budget de Méditerranée montrent tout le chemin que nous avons à parcourir. Alors il est un autre principe d'ailleurs, je le dis rapidement, qui répond aux interrogations d'organisation de la société, et en particulier d'organisation de la démocratie. C'est le principe dit de subsidiarité. Alors je sais que beaucoup l'ont employé, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. La subsidiarité, vous savez, c'est un vieux principe d'organisation de la société, dont le premier à avoir tracé l'enveloppe est Aristote, mais pas nouveau. Et puis on la retrouve tout au long des siècles avec ses Augustin. On la retrouve avec Jaurès, la subsidiarité. Et on la retrouve aujourd'hui dans la Constitution européenne. C'est-à-dire tous les pays de l'Union, tous les États de l'Union qui ont signé la Constitution européenne ont accepté d'organiser la gestion territoriale de leur territoire sur le principe de subsidiarité. Ce qui veut dire qu'ils devaient l'inscrire et ils se sont engagés à l'inscrire dans la Constitution. En France, on n'a pas sauté l'obstacle. Pourquoi? D'abord parce que c'est contre notre culture, et surtout quand vous appliquez rigoureusement la subsidiarité, vous arrivez à l'État fédéral. Au bout du développement de la subsidiarité, c'est l'État fédéral qui a la subsidiarité. C'est considérer que la société est en fait d'organes qui sont un peu des poupées chigognes. On commence par la famille, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit tout à l'heure, la famille, la commune qui s'organise en intercommunalité, le département, la région, etc. On donne à chaque niveau le maximum de compétences qui lui permet de prendre à son niveau les décisions qui engagent sa responsabilité et qu'il est capable d'assumer naturellement. Je ne prétends pas qu'il ne faille pas apporter aucune modification et que le statu quo actuel soit définitivement le meilleur. Je crois qu'à l'origine, le découpage régional a été victime de quelques erreurs, la plupart du temps provoquées par des motifs politiciens. Je pense à la Haute et la Basse Normandie, par exemple. Et puis ici ou là, en effet, il y a des départements qui pourraient fort bien être rattachés à une région qui, après l'expérience de près de plus de 50 ans, de plus d'un demi-siècle de fonctionnement, s'aperçoivent qu'il serait plus facile pour eux d'être rattachés à une autre région. Bon, tout ça, on peut faire des ajustements. Mais de là à tout flanquer par terre, et au prétexte que la moitié moins de régions, ça serait mieux que 22, je pense qu'il y a là une erreur qui m'apparaît d'ailleurs beaucoup plus une diversion politique qu'une véritable réflexion sur le rôle et sur l'entité régionale.